du DEC, du DSCG VAE. Très heureux de vous retrouver en ce 30 mars à un horaire qui nous a fait perdre 1 heure de sommeil, ce qui n'est pas négligeable. On essaiera de récupérer ça ce soir. J'aimerais, mais ce soir, il y a un match au football pour moi qui est formidable, c'est le derby du Nord, comme on dit, c'est entre deux villes voisines de 30 km. C'est Lille et Lens qui jouent à Lille ce soir à partir de 20h45. Donc ce soir, je ne vais pas me coucher très tôt. Voilà. Ça n'empêche pas que je suis très heureux de vous retrouver pour que nous ayons des arguments convaincants pour nos épreuves de VAE. En effet, n'oublions pas que vous avez des rendez-vous à prendre avec moi, sachant que la semaine dernière, j'avais des difficultés pour prendre mon abonnement. Ce matin, je vous ai renvoyé la preuve que l'abonnement a pu se réaliser ce matin avec Doodle. Et tout à l'heure, j'ai essayé de compléter mon Doodle, puisque vous avez une première partie jusque mercredi matin, et je vais compléter jusque dimanche, dès que j'ai terminé avec vous tout à l'heure. Je voudrais revenir sur le fait que j'attends des rendez-vous de votre part pour, et ça c'est important durant ce mois d'avril qui arrive, c'est de remplir tous les commentaires, sachant qu'on a jusqu'au 31 mai. Tous les commentaires détaillés, comme l'a fait notre amie Fanny de manière remarquable, pour les UV1, 2 et 3, ou les UE 1, 2 et 3, selon l'appellation que vous prêtez à ces référentiels. J'aimerais, avec vous, aborder un problème important, c'est que vous allez devoir respecter une structure d'intervention le jour de l'oral qui est, et je le rappelle volontiers ce matin, de la manière suivante. Je fais à travers moi. Bonjour madame, bonjour monsieur, Francis Tison, je viens des Hauts-de-France et j'ai le plaisir de vous présenter mon livret 2 et ses annexes pour cette validation du DEC. Je me suis inscrit aux 3 UV. Je voudrais rapidement rappeler mon cursus académique. J'ai un cursus classique qui m'a permis d'avoir le BTS, le DCG, le DSCG et d'être devant vous aujourd'hui, sans pour autant dire que je suis tout à fait d'accord avec vous, que l'aspect académique n'a pas trop d'importance. Mais c'est bon de le signaler. Sur le plan de mon expérience traditionnelle, je suis dans un cabinet actuellement de 27 personnes. J'étais longtemps, pendant 10 ans, dans un cabinet de moins de 10 personnes et ça va faire 10 ans que je suis dans ce cabinet de 27 personnes. Donc, ça veut dire que j'ai au total 20 ans d'expérience. Pourquoi j'ai choisi la VAE? J'ai choisi la VAE parce que j'ai considéré que les compétences étaient quelquefois, à mes yeux, supérieures aux connaissances, que je pouvais bien sûr passer le DEC traditionnel, mais pour des raisons à la fois familiales et de santé, j'ai pas pu passer comme je le souhaitais au moment opportun. Donc, je me suis dit que la compétence, je pense, vous l'a démontré, et la richesse de mon expérience, 20 ans avec des postes qui m'ont permis d'être collaborateur, ensuite chef de groupe, chef de mission, et aujourd'hui manager d'une équipe en dehors des 2 experts comptables qui sont à la tête de ce cabinet de 27. Je suis un associé non diplômé. J'aimerais maintenant vous expliquer rapidement la partie professionnelle. La partie professionnelle m'amène à dire que j'ai eu la chance d'avoir 2 cabinets qui m'ont permis de pouvoir développer tout un ensemble de techniques relatives à la fois à l'expertise comptable, où je suis allé très loin dans les travaux, même dans le cabinet de 7 personnes, j'étais considéré comme le numéro 1 en dehors du responsable du cabinet et j'avais beaucoup de travaux sur le plan à la fois juridique, sur le plan technique et sur le plan fiscal. La deuxième partie de mon travail, là, m'a permis, et je vous l'ai démontré dans mes fiches professionnelles, m'a permis là de goûter, parce que dans ce cabinet de 27, il y avait un des 2 associés qui est commissaire aux comptes,
et qui m'a sollicité à raison de 30% de mon temps pour l'aider dans ces commissariats qui sont de plus en plus nombreux malgré la loi Pacte de 2019. Et en conséquence, j'ai 30% actuellement d'expérience commissaire aux comptes et le reste en expertise et en management de l'équipe, car c'est moi qui s'occupe, je dirais, de tout ce qui est l'équipe au niveau formation, au niveau information. D'ailleurs, vous avez pu voir que toutes les semaines, j'en ai mis que quelques-unes, je fais un recueil des informations les plus importantes sur le plan professionnel afin que nous ayons une formation continue, permanente, comme son nom l'indique. Alors, j'ai eu le plaisir également de faire le remplissage des 3 référentiels. Et j'insisterai beaucoup sur la partie commentaire que j'ai pu réaliser. En ce qui concerne l'UV1, j'aimerais ajouter que je participe régulièrement à des réunions de l'ordre des experts comptables, y compris leur assemblée générale, mais je me suis inscrit avec bien sûr le concours de mes 2 associés à certaines commissions. Par exemple, je suis à la commission agricole et je suis à la commission informatique, hein, et ça m'a permis de rentrer en contact avec des experts comptables et d'être considéré finalement, alors que je n'y suis pas, comme un expert comptable au cours de ces réunions. On a un repas annuel avec chacune de ces commissions et tout se passe très bien et je suis très très heureux de participer aux travaux de ces commissions régionales. En ce qui concerne le commissariat aux comptes, je suis également les assemblées régionales avec l'un des associés commissaires aux comptes qui m'amène à ces réunions et je découvre que finalement ce sont 2 activités très complémentaires mais qui ne peuvent en aucun cas être confondues. Je voudrais revenir maintenant sur le référentiel UV2. Ce référentiel UV2, c'est la révision légale et contractuelle avant la grande réforme qui s'annonce pour le DEC en particulier pour l'année 2027, si j'ai bien compris les propos qui ont été développés par des membres du Conseil national, de l'ordre des experts comptables. Cette UV2, je vais être franc avec vous, je n'ai pas la prétention de tout connaître. Ça, je crois quand même qu'il y a des éléments sur lesquels on est moins fréquemment sollicité, mais je dois vous assurer, comme c'est le cas pour le DEC traditionnel, je ne connais pas des gens en DEC traditionnel qui ont eu 20 à chaque épreuve. Ça veut donc dire que les DEC traditionnels peuvent être admis au DEC avec une moyenne de 10 qui correspond à la moyenne des exigences d'un de ces 3 UV. Eh bien, j'ai la prétention de dire, c'est peut-être à vous de le juger, si c'est prétentieux ou c'est le fait de la réalité de mes expériences, mais je pense avoir affronté plus de la moitié des exigences de cette UV et de pouvoir vous dire que ces travaux ont été accomplis avec beaucoup de satisfaction, je dirais aussi beaucoup de détermination de ma part, ce qui a été pour moi de voir les clients ravis de ce que je pouvais leur apporter. En ce qui concerne maintenant le référentiel qui m'intéresse particulièrement, c'est l'UE3. Je dis qui m'intéresse, c'est pour notre rencontre de ce matin. C'est l'UE3 a des exigences très claires, mais elle a aussi une obstruction qui dit qu'il ne faut pas déposer de mémoire pour cette UV. En conséquence, le jury nous invite à proposer des informations susceptibles de rivaliser avec un mémoire qui compte entre nous plusieurs centaines d'heures de travail. Eh bien, modestement, je vous ai présenté un certain nombre de dossiers. Tout d'abord, avec le respect du RGPD, je vous ai présenté certains dossiers assez récents sur des missions à valeur ajoutée relativement intéressantes qui me rapprochent de l'expertise et du commissariat. Je vous ai donc montré un dossier où il y avait une mission d'apport partiel,
je vous ai montré un dossier où j'ai mis en place l'épargne salariale moi-même dans une entreprise de 23 personnes. J'ai mis également toutes les séances de formation que j'anime et dont certaines ont été filmées par un de mes collaborateurs et que nous avons en vidéo qui sont quelquefois rappelées puisque sur les ordinateurs de mes différents collaborateurs, toutes les vidéos qu'on a mis en place en formation, et on l'a mis en place, je dirais, depuis 2020, on a mis ce système en place, c'est très apprécié, et moi qui ai l'habitude de pouvoir exposer, je suis ravi d'être l'animateur à 80% de ces vidéos, dont me suis permis de vous en remettre une ou deux, mais avec un extrait pour démontrer que c'était vraiment moi qui animais ces réunions. Ensuite, j'ai participé en tant qu'auditeur à de nombreuses formations. Et c'est là où je me suis ressourcé de manière importante pour être au courant de l'actualité. J'ai également à votre disposition mis des webinaires qui sont des webinaires à la fois sur le métier d'expert, le métier de commissaire aux comptes, mais aussi sur certains faits pointus comme les entreprises en difficulté et bien sûr aujourd'hui sur la mise en place de la facturation électronique et de toutes les conséquences pour être bien prêt là en 2026-2027 pour grand nombre de nos dossiers. Tout ça pour vous dire que j'ai complété également, et c'est là où j'ai essayé de ne pas être, je dirais, dans le flou à travers un mémoire. Je n'ai pas fait un mémoire, je ne revendique pas mémoire, mais j'ai fait 2 études techniques documentaires. Je les ai fait non pas en 2025, je les ai réalisées l'une en 2023 et l'une début 2024 dans la perspective de pouvoir aider à la fois des collaborateurs, à la fois des clients et à la fois les 2 associés du cabinet. Donc ces études techniques sont, comme son nom l'indique, des instruments de recherche sur des points précis de la vie d'une entreprise. Je vous ai mis une étude technique très pointue sur la facturation électronique. J'ai trouvé de nombreuses informations, puisque ce n'est pas mon écrit personnel, il y a bien sûr, à travers les différents articles que j'ai trouvés, une rédaction personnelle pour faire la transition entre les articles, mais je ne revendique pas que les documentations techniques sont comme un mémoire, un travail uniquement personnel. Si la recherche est personnelle, mais la présentation des documents, c'est le fruit de recherche d'articles qui m'ont paru à la fois convaincants, pédagogiques et très concrets pour comprendre cette nouveauté et cette espérance à travers la facturation électronique. J'ai également fait une autre étude technique sur l'intérêt, et c'est mon ambition puisque j'ai beaucoup d'attirance vers le secteur public. Je n'ai jamais été élu et ni candidat à quoi que ce soit, mais j'aimerais vous dire que je trouve qu'il y a des marchés à couvrir pour le monde de l'expertise, et pour moi, il y a 3 marchés importants qu'on doit développer. Je ne suis pas en train de faire une révolution, mais c'est le marché des particuliers, le marché des associations et le marché des autorités et des services publics. C'est à cette occasion que j'ai fait un mémoire avec toutes mes excuses. Vous voyez, je suis dans cette confusion. J'ai fait une étude technique sur l'intérêt des commissaires aux comptes et des experts comptables de proposer des missions aux autorités publiques comme les communes, les syndicats de communes, les départements et bien sûr, pourquoi pas, la région et même certains ministères. Moi, je considère que je suis toujours heurté, voyez-vous, quand je vois que certains hauts fonctionnaires sont payés le double du président de la République, qui a quand même un revenu autour de 15 000, mais on a des hauts fonctionnaires qui flirtent avec les 30 000, donc ça veut dire qu'ils ont une certaine compétence, mais ça, par moi que je parle, hein,
il est évident que ses compétences devraient être suffisantes, mais quand je vois le montant qui a été payé à des consultants extérieurs de grosses boîtes dont je ne vais pas citer le nom, mais je me dis ces travaux auraient pu être certainement accomplis par des experts comptables qui ont une expérience formidable du privé, mais également des commissaires aux comptes qui pourraient, et c'est là, donner plus de force et faire taire quelquefois des oppositions ou des discussions politiques qui vont dans le néant par la certification des commissaires aux comptes. Alors, madame, monsieur, je pourrais encore vous parler très longtemps, mais je préfère, comme c'est, je crois, la règle de cet examen, poursuivre avec vous les échanges, et je tenais à vous dire combien j'ai été heureux de voir votre écoute, et je tenais à vous dire merci pour cela, et je reste, madame et monsieur, à votre entière disposition. Voilà, les amis, mais ce que je viens de dire pour le DEC, je dirais que le travail que je viens de décrire pour le DEC serait quasiment le même, et ça, j'aurai l'occasion avec les DSCG entre le mois de mai et le mois d'août pour le dépôt du livret 2, de revenir sur chacune des UV convenablement pour répondre. Mais les propos que je viens de tenir pour l'UV3, Dingue, tu devrais la retenir, cette façon d'évoquer l'UE3, l'UE7 pour le mémoire, sachant que toi, tu ne vas pas faire 2 études techniques, tu vas en faire une qui va être équivalent à un mémoire de DSCG, mais qui n'est pas un mémoire écrit de manière personnelle, c'est une recherche personnelle avec une documentation adaptée aux besoins de compréhension, de technicité que les collaborateurs ont exprimé, et que tu as donc décidé de faire cela pour aider l'ensemble du groupe dans lequel tu es actuellement une des responsables. Voilà, et maintenant je vais faire un petit tour de table pour savoir, pour les uns et les unes, je reviens sur chacune d'entre vous et chacun d'entre vous, pour bien mesurer les études techniques que vous avez réalisées, j'en connais quelques-unes qui ont réalisé, ou celles que vous allez réaliser, et je vais déjà vous faire réfléchir à des questions que je vais vous poser à travers ce que vous allez me répondre. Donc il y aura un petit tour de table ce matin de toute la documentation technique, mais à travers mes questions et l'enregistrement, on va progresser dans ces études techniques. Je commence par Fanny, qui est la première sur mon écran. Fanny, quelles sont les études, ma chère Fanny, que tu as réalisées? Et je vais ensuite te poser quelques questions. On t'écoute. Bonjour Fanny. Bonjour. Oh, bonjour, mais on a pour l'instant une voix saccadée de notre amie Fanny. Ah, désolée. Alors, 2 études, une première sur la facturation électronique et une seconde sur la qualité de vie au travail. Bien, alors madame, on est très ravis que vous ayez fait 2 études techniques. Le nombre de pages, madame, de vos études, c'est combien à peu près? 50 et 75. Très bien, madame. Donc vous avez largement dépassé ce que certains jurys demandent. Alors, vous parlez de la facturation électronique. Pouvez-vous nous expliquer ce que votre dossier technique a apporté par rapport à tout ce qui a été écrit ici et là? Quelle est la volonté à travers cette étude technique, et quelles sont les cibles de ces études techniques? Quelles sont les cibles que vous avez privilégiées pour cette étude de facturation électronique? Alors, la cible, elle est très claire. Ce sont tout d'abord mes collaborateurs, l'équipe que j'encadre. Donc, j'ai souhaité être en mesure de pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent répondre aux questions quotidiennes des clients sur la facturation électronique. Alors, il y a Et une quelle est la partie. différence, d'après vous, madame, quelle est la différence que vous semblez apporter par rapport à tout ce que je disais là? Il y a
nous sommes aujourd'hui en octobre 2025, il y a énormément d'articles qui sont parus, ça s'accélère chaque jour. Mais quelle est la différence d'après vous? Est-ce que votre étude technique est, je dirais, utilisable rapidement par rapport à vos désirs, par rapport à vos objectifs? Quelle est pour vous la différence que vous apportez par rapport à ce qui a été écrit? Alors, effectivement, il y a énormément de choses qui ont été publiées sur le sujet. Par contre, moi, je n'ai lu nulle part comment argumenter auprès des clients pour motiver le passage à la facturation électronique, comment présenter l'outil de facturation aux clients, comment commercialiser également cet outil de facturation électronique aux clients. Ça, je ne l'ai vu écrit nulle part. Voilà, et puis la réalisation d'un planning pour mettre en place toutes ces prestations, ça, je ne l'ai vu écrit nulle part. Bien. Alors, madame, est-ce que vous pensez, à travers vos études techniques, que je vais revenir sur la seconde, mais est-ce que vous pensez que vos travaux répondent à trois éléments forts d'un mémoire: servir la profession, montrer que les apports sont concrets pour notre profession, commissaire ou expert comptable, et montrer également que c'est rentable pour le cabinet? Madame, je vous écoute pour cette première étude. Alors oui, bien sûr, encore pas plus tard qu'hier, il y avait le président de l'Ordre des experts comptables qui publiait plusieurs posts sur LinkedIn concernant la facturation électronique. Donc c'est un sujet qui est prioritaire pour la profession. Au dernier congrès de l'Ordre, c'était également un sujet qui était prioritaire. Nous avons des demandes quotidiennes de la part de nos clients. Et enfin, le troisième point, si les cabinets ne s'adaptent pas à cette révolution numérique, ils risquent tout simplement de mourir. Donc, c'est un sujet plus que prioritaire pour la profession, nos cabinets indépendants et nos clients. Bien, est-ce que ce travail que vous avez accompli, a priori, si on l'a parcouru, on a vu que c'était quand même plus vers le cabinet, est-ce qu'il peut être intéressant aussi d'être lu par des commissaires aux comptes, madame? Ah oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, il est vrai que j'ai un profil plus expertise, donc naturellement, je vais plus par là. Mais lorsque je parle cabinet, j'inclus également la profession de commissaire aux comptes. Très bien. Alors, merci pour ces réponses. Vous avez développé un autre sujet plein d'actualité, c'est la qualité au travail, le bien-être au travail. Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer et quelles sont les cibles de cette étude que vous avez réalisée? Alors, la cible, elle est évidente. Ce sont les directions générales des cabinets et les services RH des cabinets. Donc, j'ai voulu faire passer plusieurs messages, préciser que c'était vraiment un enjeu qui, au-delà d'un enjeu social, c'était également un enjeu stratégique et un enjeu organisationnel, et qu'il y avait un lien évident entre la qualité de vie au travail et la performance économique des collaborateurs. Donc aujourd'hui, vous avez probablement, comme beaucoup de cabinets, subi, entre guillemets, l'influence des générations X, Y, Z, donc Z en particulier, qui revendique que la vie personnelle est aussi importante que la vie professionnelle. Vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, madame? Eh bien oui, en tant que manager, j'étais aux premières loges pour m'apercevoir du changement, comment dire, de, de l'évolution de l'attitude des collaborateurs. Et il est certain qu'il est nécessaire de s'adapter. Moi, pour ma part, je suis la génération X.
et je ne peux pas, je suis manager, je ne peux pas avec ma génération Z les manager comme j'ai été managée il y a 20 ans. Sinon, j'aurais personne dans mes bureaux. Et c'est à nous, nous managers d'aujourd'hui, de nous adapter à ces nouvelles générations. Très bien. Madame, On va mieux. terminé, vous avez parlé, voici quelques secondes, du président qui a fait des posts sur LinkedIn. Moi, j'aimerais savoir si vous vous intéressez à la profession des deux métiers et si vous connaissez le nom des présidents du CNCC, de la CNCC, du président de la CNOC et ANC et également, bien sûr, H2A. J'aimerais que tous mes candidats le sachent, ces noms-là. Madame, est-ce que vous êtes en mesure de nous répondre? Je serai en mesure de vous répondre mi-octobre, bien sûr. Donc, je veux, là, je ne suis pas en train de vous inviter, je veux que vous sachiez toutes les conditions pour connaître le nom de Monsieur Charrier, CNOC. Non, ouais, Charrier, CNOC. Vous avez ensuite le nom d'un monsieur qui s'occupe de la CNCC, qui démarre brillamment également comme monsieur Yannick Olivier, c'est monsieur Vincent. Et ensuite, vous avez madame Florence Péberne pour H2A. Et puis, vous avez Philippe, je ne me rappelle plus son nom, c'est Opsel ou... Bon, bref, vous vérifierez pour l'ANC. Ces quatre noms-là, tous mes candidats, quelle que soit l'origine géographique, doivent connaître ces quatre noms et en plus pour mes candidats qui viennent d'un pays étranger, de connaître le nom du président de l'ordre de leur pays. Ça, c'est des questions que moi, en tant que jury DEC, j'ai toujours posées à mes candidats, quelquefois pour leur permettre de marquer des points positifs, parce que moi, je n'étais pas un gars qui finalement était en train de vouloir descendre, comme je l'ai expliqué. J'ai eu des articles à travers ce que j'ai écrit là sur les gens qui ne sourient jamais, les gens qui ne se présentent pas. Quand même, c'est pas normal. Un bac plus 8, on a des gens devant nous qui ne se présentent pas. Moi, tous les jurys que j'ai faits, aussi bien DCG, DSCG, DEC, à chaque fois, je disais bonjour mademoiselle, Francis Tison, je suis professeur et expert comptable. Mon ami à côté, monsieur Durand, est expert comptable également. Voilà, on va vous laisser donc vous préparer. Vous avez madame, 10 000. Voilà comment j'étais. Et puis j'ai vais plus loin. Quand le candidat arrivait devant moi j'étais derrière une table et lui était devant avec une petite chaise, etc. Eh bien, je me levais et je serrais la main. Il n'y en a pas beaucoup qui faisaient ça. Hein. Mais c'est ça la vie, c'est ça la vie. On n'est plus avec des gamins qui passent un CAP, on est avec des gens, vous avez entendu Fanny, l'expérience qu'elle a, bah, la plupart d'entre vous c'est pareil. Alors maintenant, je vais par ordre alphabétique. Maintenant, je vais voir mon ami Assietou. Assietou, madame, j'aimerais que vous nous expliquiez les études techniques que vous avez proposées pour cette VAE 2025. Bonjour Francis, bonjour à tous. Alors, moi, j'irai en fait sur deux études. Donc, la première, c'est la comptabilité agricole, en fait, dans le Cisco WADA, donc dans les États membres de l'UEMOA, notamment la gestion, en fait, du stock en terre, parce que le Cisco WADA n'en parle pas. Et de plus en plus, en fait, on a des entreprises du secteur agricole qui se formalisent. Et c'est un dilemme, en fait, pour certains de pouvoir maîtriser, en fait, ces règles de comptabilité. Et la deuxième, en fait, c'est la facturation électronique au Sénégal, parce que là, en fait, avec la dernière loi des finances 2025, donc le gouvernement veut instaurer, en fait, la facturation électronique dès 2025, donc cette année. Et c'est un dilemme, en fait, parce que la plupart, en fait, des entreprises que nous avons au Sénégal sont dans le secteur informel. Donc, ce sont ces deux sujets sur lesquels je souhaite traiter. Donc, j'irai peut-être sur une moyenne de 50 pages chacun. Très bien. Alors, madame, est-ce que vous avez pu comparer la fiscalité, la comptabilité agricole avec la France
Est-ce que, comme pour la France, vous avez, je dirais, un plan comptable qui n'est pas agricole, mais qui laisse apparaître des comptes uniquement pour le monde agricole? Comment ça se passe dans le système Psycho-ADA ou dans votre groupe OADA? Comment ça se passe au niveau des imprimés concernant le monde agricole? Alors là, rien n'est prévu pour eux. Malheureusement, on a juste le plan comptable général et on essaie en fait de s'adapter à ce plan-là en tenant compte en fait des spécificités qu'on peut avoir dans le secteur agricole. Quelle est la cible, madame, de votre étude? Pour qui vous avez fait ça? C'est pour des experts comptables, pour des collaborateurs, pour votre direction, pour le jury éventuellement? Alors, Sont- ce sera en premier, oui, pour les experts comptables qui vont devoir tenir la comptabilité ou même auditer les commissaires aux comptes qui vont auditer en fait ces entreprises-là, mais aussi pour les entreprises du secteur agricole. Eh bien, comment faites-vous pour alimenter vos recherches, madame? Quels sont vos outils de recherche que vous utilisez particulièrement? Alors, on a Internet, on a les manuels en fait qui traitent de ce sujet peut-être dans d'autres pays, notamment la France, qui a un plan comptable agricole spécifique en fait. Et j'essaierai aussi de me rapprocher de certains collègues, notamment Cédric, je pense, qui a en fait qui était dans le secteur agricole au moment, à confirmer. Là. Et vous avez parlé de la facturation électronique au Sénégal, ce qui est quelque chose que nous avons déjà eu l'occasion d'écouter par d'autres candidats. Euh, Par rapport à l'avancement de certains pays comme la France, avez-vous l'impression, madame, que le Sénégal a fait les efforts nécessaires pour être prêt le plus vite possible et pourquoi? Alors, là, je dirais en fait qu'ils vont mettre la charrue avant le bœuf parce que pour moi, il serait en fait nécessaire au préalable en fait de euh, relever déjà le niveau en fait de ces entreprises qui sont dans l'informel. Il y aura énormément de formations à faire, il y aura une mise à niveau des collaborateurs, des concernés. Donc, pour moi, le nécessaire n'est pas encore fait avant de vouloir imposer en fait la facturation électronique. Très bien, donc vous sentez un empressement avec quelques lacunes dans l'avancement dans votre esprit. Voilà, vous C'est ça, sentez, exactement. ben, c'est une bonne analyse, chère madame. On vous remercie. Quelles sont vos prétentions si vous êtes diplômée? Comment voyez-vous l'évolution de votre carrière, madame? Alors, bon, présentement, j'ai déjà fait quand même 13 ans en cabinet. Je suis un peu sortie pour peut-être me concentrer sur le diplôme. Donc, ce serait de retourner en cabinet et d'aider en fait les entreprises, mais aussi les collaborateurs des cabinets. Nous sommes ravis que vous ayez envie, madame, de revenir dans les cabinets indirectement dans nos esprits. Vous marquez des points. T'as compris, c'est tout. Bien, c'est bien, ma grande. Maintenant, Aurélie, Madame Aurélie, vous avez probablement effectué également vos études techniques ou préparé l'ensemble de vos études techniques. Nous vous écoutons, Madame. Bonjour à tous. Merci de me recevoir aujourd'hui. Donc effectivement, j'ai préparé 2 études techniques. Donc la première étude technique, elle est issue d'un vécu terrain fort, donc qui nous a poussé à la réflexion. Elle met en évidence une méthodologie d'évaluation et d'apport en nature, donc d'une propriété intellectuelle et plus particulièrement un guide opérationnel donc pour apporter donc une solution logicielle donc dans une société à créer ou qui est déjà créée. Et la deuxième étude technique, donc c'est un sujet qui est plus d'actualité et qui traite notamment de l'épargne salariale, mais je dirais d'une manière un peu plus large de 2 problématiques fortes qu'on peut vivre aujourd'hui, qui est
la fidélisation des salariés et la préparation à la retraite de nos collaborateurs. Voilà mes 2 études techniques. Alors, madame, pour la première étude, vous avez un dossier que nous avons travaillé, regardé. Il est très, très pratique. Pensez-vous, à travers ce dossier, de remplir les 3 conditions d'un mémoire, servir la profession, montrer des apports concrets et montrer que le travail effectué sur ce dossier sera rentable, peut-être pas immédiatement, mais sera rentable définitivement pour le cabinet dans les périodes à venir ou dans les périodes présentes? Alors, effectivement, je pense sans prétention que cette étude technique a d'ores et déjà montré qu'elle respectait ces 3 volets. Donc, effectivement, sur le premier volet, servir la profession, pour moi, j'ai envie de vous dire que c'est une évidence. Dans un contexte actuel où on a un développement exponentiel du commerce en ligne, de tout ce qui est applications mobiles, etc. On a de nombreux créateurs donc, qui passent des heures devant leur ordinateur à mettre en forme le fruit de leurs idées et peut-être même le fruit de leurs rêves pour qu'elles naissent à travers des plateformes et des applications. Et nous, en tant qu'experts comptables, bien, on doit se poser la question comment on peut valoriser ce temps et ces efforts pour qu'on puisse le voir concrètement apparaître juridiquement dans une structure. Et pas que l'expert comptable, j'ai envie de vous dire le commissaire aux comptes qui est, lui, habitué à des travaux, on va dire, beaucoup plus traditionnels et confronté aujourd'hui à des sujets qui sont méconnus par le commun des mortels. Lorsqu'on nous évoque les lignes d'algorithmes, etc., on peut raisonnablement se poser la question comment je peux engager ma responsabilité sur une évaluation d'un bien immatériel si je n'ai pas la certitude de pouvoir en connaître de manière claire sa valeur. Donc oui, je pense qu'elle sert nos 2 professions. Ensuite, elle sert le créateur en lui-même. Donc, je pense que c'est important de ne pas l'oublier. Donc, comment ce créateur va pouvoir valoriser son temps de travail derrière son ordinateur pour faire naître toutes ces belles idées et finalement, d'un point de vue économique. J'ai envie de vous dire, moi qui évolue particulièrement dans l'univers des startups, etc., on a beaucoup de créateurs qui viennent me voir avec des idées brillantes et qui ont été d'ores et déjà séduits par cette approche d'apport en nature, donc de toutes ces lignes d'algorithmes comme j'aime bien le citer assez souvent, donc qui ont émergé finalement de leur esprit et qui ont fait l'objet donc déjà aujourd'hui à 5 reprises parmi mes clients donc d'apport en nature en collaboration avec une société d'évaluation et un commissaire aux apports et qui ont permis d'être valorisés dans le capital d'une structure. Bien, c'est transposable à tout secteur de recherche ou vous avez ciblé un secteur d'activité très précis, madame? Alors, je pense que c'est transposable effectivement à plusieurs secteurs de recherche. Spécifiquement, j'ai voulu mettre en évidence un cas pratique vécu donc d'une solution logicielle, d'une plateforme de réseau social, mais effectivement, j'ai envie de vous dire d'une manière beaucoup plus large. Donc, chaque œuvre de l'esprit, avec toute la subjectivité que ça peut comporter, doit être en mesure d'être valorisé de manière chiffrée. Donc, ça peut correspondre effectivement à de nombreux travaux de recherche au sens large. Dans la deuxième étude, vous avez parlé de mettre en place des partages de valeur pour les salariés d'une entreprise. Et ensuite, vous avez dit préparer la retraite des collaborateurs. Moi, je pensais que votre travail, c'était préparer la retraite, non pas simplement des collaborateurs, mais de toutes les personnes
susceptibles d'être intéressés par votre étude, dans la mesure où toutes les informations que l'on a, que ce soit celles du corps, c'est-à-dire l'organisme qui s'occupe de la surveillance des éléments nécessaires à la retraite de base, disent que on ne peut pas se contenter demain d'une retraite de base, il faudra avoir des éléments complémentaires à cette retraite. Votre étude cherche à valoriser, madame, si j'ai bien compris, tous ces éléments complémentaires qu'on peut mettre en place? Alors, effectivement, j'ai envie de dire pourquoi j'ai évoqué le terme de collaborateur, parce que ce qui a été, donc ce qui m'a finalement guidée dans cette étude, ce sont plutôt les deux aspects. Donc, c'est l'aspect fidélisation des collaborateurs. Donc, on est sur une population qui est quand même relativement jeune, d'actifs, parce que bon, il faut quand même donner un élément chiffré, c'est que en 2022, donc une étude INSEE a montré que un collaborateur sur 4 avait changé d'emploi. Donc ça montre quand même cette volatilité du marché du travail. Et puis en face de cette population d'actifs, on a cette population de futurs retraités. Donc ce qui m'a guidée, c'est plutôt cet aspect finalement de fidélisation des collaborateurs, donc qui sont d'une population plus jeune, vers cette population de futurs retraités, donc qui ont finalement des problématiques un petit peu différentes, mais qui se rejoignent sur le fait de devoir préparer leur avenir. Donc, cette première population, préparer leur avenir en se disant, bah, écoutez, comment je vais faire pour rester le plus longtemps possible dans ma structure, et cette deuxième population d'actifs qui a envie de se dire bah, je suis resté un certain nombre de temps dans cette structure, comment mon entreprise m'a accompagné au mieux pour prévoir le après dans tous ces régimes complémentaires. Donc, j'ai envie de vous dire que j'ai fait un focus particulier sur le volet collaborateur. Je pense que cette étude, elle vise les collaborateurs et les entrepreneurs dirigeants eux-mêmes qui n'ont pas ce besoin de fidélisation en premier lieu, mais qui ont besoin eux-mêmes d'aller préparer au mieux leur post-période entrepreneuriale. Bien, madame, on vous remercie beaucoup. Tu es très à l'aise, Aurélie, ça fait plaisir. Moi, je dirais, est-ce que, d'après vous, la loi qui vise les entreprises de moins de 49 avec le partage de la valeur, c'est une bonne chose ou c'est simplement quelque chose de complémentaire qui, pour l'instant, n'a pas forcément un retentissement formidable? Qu'est-ce que vous en pensez de cette remarque que je viens de vous faire, madame? Alors, avec ce recul de quelques mois, finalement, après la mise en place de ce dispositif de partage de la valeur, eh bien, j'ai envie de vous dire que je m'attendais à un retentissement beaucoup plus percutant de cette entrée en vigueur de cette loi. Je pense que c'est quelque chose de relativement complémentaire à ce qui existait déjà, puisque de nombreuses entreprises, notamment liées aux mesures sociales favorables donc, qui avaient été mises en place à l'époque de la fameuse prime Macron ou de la mise en place d'un accord d'intéressement, avaient d'ores et déjà mis en place un certain nombre de mesures qui se dirigeaient vers cette loi de partage de la valeur. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que pour les entreprises qui ont mis en place d'ores et déjà un certain nombre de mesures, donc avant l'entrée en vigueur de cette règle, je n'ai pas le sentiment que le partage de la valeur donc, les ait motivés à faire plus. Mais en tout cas, ça reste mon ressenti
personnel, on va dire, de professionnels donc auprès des entrepreneurs et dans un deuxième volet. Donc, je pense qu'aujourd'hui, donc on est face donc à un partenaire expert comptable qui met de côté encore trop souvent cet aspect partage de la valeur et ne le met pas en évidence suffisamment auprès de ses clients. Et c'est pour cette raison que j'ai mis en place donc dans mon cabinet un simulateur extrêmement simple et extrêmement ludique qui peut être utilisé à la fois par le département social et à la fois par le département comptable. Donc, pour pouvoir détecter rapidement les structures qui sont éligibles à ce dispositif et qui doivent le faire de toute urgence, si toutefois ça n'avait pas été le cas, pour que l'expert comptable puisse réaliser son devoir de conseil. Très bien. Merci Aurélie, tu as été excellente. Ça fait plaisir, très bien. Donc ça fait du bien ce matin. Moi, je dis franchement, je suis très content. C'est adorable. J'ai le cœur qui bat très très vite, mais c'est adorable. Bon, Céline, tu es là, c'est bien, j'ai pu te joindre, mais tu passes à 10 heures là. Mais si tu veux écouter les gens qui expliquent, Céline, c'est une dame qui passe le DEC, mais elle a eu la VAE, voilà, c'est un bon exemple. Elle a eu l'UV1 et l'UV2, et aujourd'hui, elle termine son DEC après avoir passé par la VAE, puisqu'elle dépose son mémoire, et elle a déposé son mémoire, et elle va faire une soutenance blanche après notre travail. Mais je l'invite, si elle a le temps ce matin, bien sûr, j'ai testé son adresse, puisqu'on n'arrivait pas à savoir. Maintenant, on a récupéré la possibilité de pouvoir échanger sur Internet. Donc, notre amie Céline, elle est arrivée, mais elle est repartie déjà, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, je suis un peu surpris, c'est pas grave. Donc, elle passera tout à l'heure. Bon, merci. Alors, je poursuis. J'arrive à Cédric, mon ami Cédric. Monsieur Cédric, vous avez réalisé probablement, comme tous les candidats, des études techniques. Quelles sont ces études techniques? Pouvez-vous nous les expliquer et nous expliquer la cible de ces études techniques par rapport au monde de l'expertise et au monde du commissariat? Nous vous écoutons, monsieur. Merci. Donc, j'ai fait une étude technique sur le LBO. Donc, le LBO, j'ai voulu revenir, puisqu'on a des clients qui sont rachetés dans un domaine précis, dans le domaine de la viticulture, sous cette forme-là. On a des private equity qui rachètent une partie de notre clientèle. Donc, j'ai voulu revenir sur ces opérations à effet de levier, qui sont de 3. Les leviers juridiques, le levier, on va dire, financier, et puis le levier fiscal. Donc, j'ai fait cette analyse technique sur 190 pages. Après, la deuxième étude technique que j'ai pu établir, c'est des fusions dans le domaine des GAEC, avec un dossier qui a été réalisé en 2016, à savoir sous l'ancienne législation. À l'heure actuelle, il y a une nouvelle législation qui est en vigueur. Donc, j'ai voulu refaire le point de ce qui s'est passé pour un GAEC qui était notre client, tout simplement. Bien, on sent à travers vos études que vous avez trouvé des éléments, je dirais, périphériques au monde de l'expertise comptable traditionnelle. Quel est l'intérêt et quelles sont les cibles de ces études? Quelles sont les personnes qui ont montré un intérêt pour voir ces études, monsieur? Bien, je vous remercie de votre question. Donc, moi, la première, le LBO, la cible, c'est mes collaborateurs et mon responsable d'agence, puisque nos dossiers se font racheter. Une partie, hein, on a 3 dossiers qui sont rachetés par des private equity, un seul qui est connu, et les 2 autres ne sont un peu moins. Donc, j'ai voulu revoir les procédés techniques, en tout cas, avec la dette, les dettes mezzanines, et leur expliquer le fondement, comment ça se passe. La deuxième, elle est clairement pour la profession, savoir les fusions de GAEC. Donc, j'ai voulu revenir sur ces éléments qui sont pas forcément simples, tant au niveau des associés
puisque les associés ne sont pas, on va dire, clairement habitués à ces fusions de sociétés-là. Donc, j'ai voulu revenir sur un management parce qu'ils avaient un peu de crainte, hein, effectivement. Donc j'ai pu proposer cette étude technique à mes collaborateurs, effectivement, et à la profession. Très bien. Donc, en conséquence, vous avez des études techniques qui ont une dominante agricole. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez que les experts comptables ont intérêt à se spécialiser sur un secteur d'activité ou sur une mission particulière et qui feront de cette spécialité un moyen de se démarquer, monsieur? Quel est votre point de vue là-dessus? Bien, mon point de vue, c'est qu'il y a une commission au niveau du Conseil national de l'ordre des experts comptables. Et je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut forcément, surtout au niveau des GEC, parce que je reviendrai là-dessus, parce que c'est un peu en déshérence dans les constitutions de société dans le domaine agricole, mais on a des ERL et des SEV, des SEA, donc c'est plutôt bien connaître le régime juridique de ces sociétés-là, avec leurs particularités. Après, donc, c'est vrai qu'elles ont ces formes de société au niveau d'une URL, ça peut faire penser à une URL, donc ce sont des éléments à bien maîtriser, hein. Deuxième point particulier, c'est dans le domaine où je travaille énormément, c'est la viticulture qui est très intéressante puisque ça ressemble plutôt à un plan comptable BIC, donc il y a quand même des similitudes entre un dossier, on va dire, de société PME à une société viticole, hein. Donc sur un plan comptable purement, ça changera pas ça change pas au niveau technique. Par contre, la seule évolution qu'on peut noter, c'est les stocks, les stocks qui sont très poussés, notamment au niveau du prix de revient des sociétés viticoles. Bien, en effet, vous avez une grande spécialité viticole. Est-ce que vous avez pu, depuis, monsieur, parfaire votre curiosité sur d'autres secteurs d'activité que le monde agricole? Pouvez-vous nous apporter la preuve de ce que vous avez fait en dehors du monde agricole pour essayer d'être plus performant dans la richesse de vos expériences? Bien, je vous remercie de votre question. Donc, moi, j'ai pu, effectivement, comme vous l'avez souligné, donc j'ai pu travailler sur un futur client qui souhaite créer son magasin dans tout ce qui est produit fitness. Donc, on a fait un budget, on a fait un prévisionnel et je l'accompagne en ce moment sur ces éléments qui sont un peu sur le juridique, parce qu'on a une problématique, est-ce qu'il va s'associer, est-ce qu'il va être en entreprise individuelle, donc là on est en train de voir s'il veut avoir un partenaire à ses côtés, tout simplement. Bien, on sent aussi que sur le plan commissariat, vous n'avez pas, malheureusement, compte tenu de la qualité et de la spécialité de votre entreprise actuelle, vous n'avez pas beaucoup d'interférences avec le monde du commissariat. Est-ce que vous pouvez nous apporter la preuve que vous avez depuis fait des efforts pour vous rapprocher du monde du commissaire? Bien, je vous remercie de votre question. Donc, l'autre jour, j'ai reçu une notification parce que le private equity se fait contrôler sur un de nos dossiers. Donc, je suis rentré en relation avec un commissaire aux comptes, donc il me demande certaines pièces. Donc le monde évolue. Donc, et puis je me suis inscrit pour passer le CAF-CAC en traditionnel. Très bien, monsieur. Bonne attention. Bah, écoute, Cédric, tu as des réponses beaucoup plus construites et ça me fait plaisir. On va réviser tout ça au fur et à mesure des semaines à venir pour être parfait devant le jury. Merci Cédric. J'arrive à Fatima qui nous a rejoint aussi quelque temps, mais pas avec la même, je dirais, durée que la plupart d'entre nous. Donc elle a une durée courte avec nous. Mais elle m'avait évoqué ses projets qu'elle va nous rappeler. Fatima, on vous écoute. Bonjour Francis, bonjour à tous. Donc moi j'ai deux projets que je n'ai pas encore, voilà, j'ai pas encore tous les plans. Donc c'est la LCBFT, c'est l'équivalent du LBC, je crois, en cabinet. Non,
Et donc, pour nous, dans bijouterie, joaillerie, on a aussi cette obligation. Donc, j'ai cette étude technique à préparer et une autre qui va être plus importante, c'est sur les couvertures de change. Oui. Est-ce que vos deux études, madame, vous avez l'impression que quelles sont les cibles, quelles sont les personnes que vous souhaitez qui puissent lire vos études techniques? Alors, pour les couvertures de change, tout d'abord pour le service comptabilité de l'entreprise où je travaille, pour ma direction, parce que c'est pas toujours évident quand j'ai eu des questions à ce sujet, c'est très difficile de les faire comprendre, en fait, comment ça fonctionne, etc. Et ça serait aussi pour le cabinet, parce que je vais bientôt commencer un stage chez un commissaire aux comptes. Et donc, mon étude elle sera aussi disponible pour les collaborateurs dans ce cabinet. Oui, en effet, Fatima m'a expliqué qu'elle faisait un rapport avec, elle a des contacts très avancés avec un commissariat au compte où elle devrait travailler la journée où elle est de congé, donc elle fait vraiment quelque chose de relativement impressionnant. Elle fait quelque chose d'impressionnant dans la mesure où elle va travailler le mercredi pour faire face à ce besoin de découvrir le métier de commissaire aux comptes que l'on critique quelquefois au niveau de certains jurys, comme quoi vous n'avez pas beaucoup d'expérience en commissariat aux comptes. Donc c'est très bien, Fatima, ce que tu as comme projet. Ça me fait plaisir. Et puis tu sais que je suis avec toi pour développer tout ça. Aujourd'hui, tu nous as exposé clairement tes ambitions. Est-ce que quelqu'un aurait des remarques à faire sur ce que vient de dire Fatima? Et si vous étiez, par exemple, expert comptable et que Fatima vous fait une étude sur la couverture de change et les difficultés que ça comporte pour beaucoup d'entre nous, hein, je n'ai pas peur de le dire, hein, est-ce que ça vous donne envie d'aller voir le travail que Fatima va faire sur la couverture de change? Ça, c'est déjà un aspect pour voir si quelqu'un peut s'exprimer à cette question, pour dire oui, ça peut être intéressant pour un cabinet comptable de découvrir les aspects pratiques de cette étude qui n'est pas toujours présente dans beaucoup de cabinets traditionnels, mais pour des cabinets un peu plus importants qui ont des sociétés qui exportent, ils peuvent avoir des couvertures de change forcément intéressantes. Personne n'a une remarque à faire, c'est confirmé comme quoi que c'est pour vous quelque chose qui peut être intéressant. Vous me faites confiance par rapport à ce que je viens d'exprimer à propos de Fatima, c'est gentil à vous. Alors, on continue par l'ordre qui apparaît sur mon écran. Alors, j'en arrive à Grégoire, mon ami Grégoire. Mon ami Grégoire, est-ce que tu vas nous expliquer tes études techniques que tu envisages cette année 2025 pour convaincre le jury? Je vous ai donné comme conseil aussi de vous rapprocher de certains mémorialistes qui ont réussi et de tirer du mémoire une synthèse documentation technique sans recopier tout le mémoire, ce serait vraiment n'importe quoi, mais d'en tirer des éléments suffisants pour bâtir une étude technique. Alors Grégoire, on t'écoute, cher ami. Grégoire, mon ami Grégoire. Mon ami Grégoire n'est pas disponible. Ah si, il est disponible. Alors Grégoire, nous t'écoutons, mais ton micro se referme immédiatement quand je dis nous t'écoutons. Est-ce que tu es en mesure de nous parler là? Parce que oui, Grégoire, est-ce que tu peux nous donner son micro? Je te rappelle dans quelques minutes, je vais demander à Dung de nous expliquer. Dung est une dame qui va passer le DSCG, elle n'a qu'une étude technique à présenter, c'est du moins ce que je lui conseille, c'est pas la peine de multiplier. Alors, Dung, quelles sont tes ambitions de cette étude technique pour que nous puissions en discuter à travers mes questions, s'il te plaît? Oui, bonjour à tout le monde. Oui, bonjour Dung. Donc en fait, entre la semaine dernière et aujourd'hui, mes esprits se sont un peu plus éclaircis. Et donc, au final, j'ai choisi de faire un sujet qui est plutôt d'actualité. Comme les camarades, il s'agit de la facturation électronique. Comme j'ai dit la semaine dernière, nous avons organisé une réunion d'information avec le cabinet, les clients,
en 2024, en mai 2024. Et par la suite, nous avons aussi changé de logiciel. Donc, ce que je souhaite faire dans cette étude technique, c'est de mettre en valeur le rôle de l'expert comptable dans les conseils et aussi dans l'accompagnement des clients dans cette jungle d'informations concernant la facturation électronique. Donc, en fait, ce sont les deux aspects que je souhaite faire dans mon étude technique. En plus, je voulais aussi, comment dire, je voulais aussi insister sur la dépendance de notre métier des outils informatiques et face au comportement que je dirais un peu arrogant des éditeurs de logiciels récemment. Je fais référence par exemple au logiciel de Paisilae qui nous a annoncé une augmentation de tarifs exponentielle et qui heureusement grâce à l'intervention de l'ordre des experts comptables, entre autres, est revenu en arrière. Donc voilà, je voulais faire ces 3 points dans mon étude technique. C'est très bien parce que ça, c'est vraiment, si tu veux, quelque chose qui a été débattu tout au long du congrès avec l'intervention musclée de certains qui ont critiqué ouvertement devant toutes les personnes qui étaient présentes sans cet atelier. Tu as tout à fait raison. Tu as senti le point. Alors moi, j'ai entendu beaucoup d'amis depuis tout à l'heure qui parlent de la facturation électronique. Moi, je trouve que pour que nous puissions être en forme tous sur ces éléments-là, j'aimerais que des échanges se fassent sur les études techniques des uns et des autres sur des thèmes identiques. Et ça, c'est quand même pour nous et pour vous surtout un moyen formidable de faire des différences et de montrer que quelquefois il y a des choses à reprendre. Je prends que Dung par exemple qui déposera son livret 2 au mois d'août. Si elle pouvait avoir les travaux de certaines personnes qui se sont exprimées tout à l'heure sur la facturation électronique, comme notre amie Fanny, comme notre ami Assietou, si j'ai dit une bêtise peut-être, mais plusieurs personnes ont exprimé leur volonté de faire la facturation électronique. Je trouve que ce serait très, très, très enrichissant. Merci beaucoup, Dung, pour ta réponse et ton projet que je partage à 100%. Mon ami Grégoire, je reviens vers toi. Tout à l'heure, tu avais des difficultés pour nous exposer ton travail de l'UE3 au niveau des études techniques. Je rappelle et je salue l'arrivée d'Eugène qui n'était pas forcément averti puisque des gens devant le nombre de mails que Francis envoie, bien que cette semaine il en a envoyé beaucoup moins. Et il n'a pas vu qu'il y avait un travail ce matin pour évoquer en particulier, mais la vidéo permettra de revoir tout ce qu'on a dit depuis 9h et depuis 8h. Et Dieu sait s'il y a eu beaucoup de choses de dites et très intéressantes. Nous sommes en train d'échafauder des arguments et de savoir qui fait quoi, c'est-à-dire quelles sont les études techniques qui sont envisagées, par exemple, comme Fatima, ou réalisées comme Fanny, réalisées comme Aurélie, réalisées comme Cédric. Voilà. Donc, dans quelques minutes, j'aurai l'occasion de te poser la même question, mais je vais maintenant m'intéresser à mon ami Grégoire du Bénin, qui va nous répondre sur ces études techniques qu'il a préparées ou qu'il envisage, sachant qu'elles doivent déposer pour le 31 mai. Et nous sommes à 2 mois de l'échéance, donc il nous reste largement du temps pour faire cela. On t'écoute, mon cher Grégoire. Bonjour Francis, bonjour tous les amis. Actuellement, je suis en train de reprendre le livret 2, les 3 JV là, pour pouvoir bien améliorer par rapport à l'année dernière. J'ai déjà pris rendez-vous avec Edmond et mon ami Mathieu pour pouvoir approfondir. Donc, pour le moment, je suis en train de relire le livret 2 pour voir et améliorer par rapport aux remarques faites par les membres du jury. Merci beaucoup. Répéter aux amis qui auront quand même une idée des remarques qui t'ont été formulées. Quelles sont les remarques, par exemple,
par rapport à ce que tu viens d'exprimer, tu dis je vais devoir refaire mon livret 2, ça veut dire qu'ils t'ont fait des remarques. Alors, tu peux rapidement nous rappeler les quelques remarques qui t'ont marqué, mon ami? Voilà. Surtout au niveau de l'UV3. Bon, ils ont parlé du nombre de pages d'études techniques là, que je vais reprendre et approfondir. Donc, vous avez dit au moins une centaine de pages, comme je vous l'avais dit. Donc, je reprends. Pour les autres aussi, je vais reprendre point à point, point par point, tout ce que j'ai mis dans le livret 2, que ce soit au niveau de l'UV1 comme au niveau de l'UV2. Surtout tout ce que j'ai noté comme élément de l'UV1 et de l'UV2. Il faut que je puisse maîtriser tous les thèmes que j'ai mis dedans. D'accord. Bon. Moi, je conforte un peu l'idée de notre ami Grégoire qui révise avec des rendez-vous qu'il peut prendre quand il le veut. Hein. J'aimerais rappeler que le travail qui me paraît urgent d'ici le mois d'avril, hein, c'est le remplissage de vos commentaires pour donner à ces UV 1, 2 et 3 un caractère plus technique, plus professionnel, plus dans le cadre de la VAE et démontrer que vos expériences sont très importantes et suffisantes à travers tout ce que vous faites pour l'UV1, l'UV2 et l'UV3. Et c'est mon problème avec vous. Donc, les rendez-vous qui sont à prendre de manière plus rapide que d'autres, il faudrait que pour le fin avril, les amis, écoutez bien ce que je dis, que fin avril, tous les commentaires des 3 référentiels que vous présentez pour chacune et chacun soient achevés. Fanny s'est achevée, d'autres sont presque en train de peaufiner avec moi lors de rendez-vous prochain pour terminer le commentaire des 3 UV, sachant que cela découle de vos propres expériences et ce n'est pas des textes qui sont les mêmes pour les uns et les autres. Je remercie donc Grégoire. Je m'occupe maintenant de mon ami Sosten. Sosten, qui est un monsieur des services publics et qui a décidé de passer ce DEC et ce DSCG d'ailleurs dans le cadre de cette VAE et qui va vous expliquer le ou les dossiers qu'il envisage de présenter pour montrer le virage qu'il est en train d'accomplir eu égard à son expérience dans le domaine public depuis un grand nombre d'années et son orientation vers le monde du commissariat et le monde de l'expertise. Nous t'écoutons, Sosten. Merci Francis. Bonjour Francis. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, moi, j'ai préparé des études techniques. Donc, au début, j'étais parti sur une étude et là, j'ai eu des idées qui m'ont permis de sortir une deuxième. Donc, ma première étude concerne l'intérêt pour les services publics à faire appel au cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Ça, c'est un sujet que j'ai choisi grâce à ton aide lors du dernier cours de la semaine dernière. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Étant donné que, par exemple, je vais prendre l'exemple des universités qui sont de plus en plus devenues autonomes, avec une autonomie accrue. L'importance grâce à cette autonomie, ces établissements autonomes ont l'obligation pour la certification de leurs comptes. D'où l'intérêt et l'importance de ces établissements-là à faire appel au cabinet d'expertise comptable pour les accompagner dans les études techniques et conseils et pour la finalité, le cabinet de commissariat aux comptes à certifier. Voilà. Et la deuxième étude concerne la place de l'expert comptable et du commissaire aux comptes dans les comptes de campagne des élus pour une meilleure transparence.
étant donné que le monde politique fait aujourd'hui face à des exigences croissantes dans la transparence de l'utilisation des fonds publics et des subventions qu'ils reçoivent. Donc voilà cette deuxième étude que je propose aussi également. L'apport technique des commissaires aux comptes en amont, c'est-à-dire au début du démarrage des dépenses, d'avoir un conseil pour éviter que certaines dépenses soient inéligibles ou rejetées lors du dépôt des comptes de campagne. Voilà. Bien, je suis très content de ce que tu viens d'exprimer. On hésitait avec toi au début, on savait que tu avais des difficultés pour essayer de trouver des études techniques qui te rapprochaient du monde. Mais là, tu as vraiment trouvé, mon garçon, 2 études techniques qui sont très appréciées et qui seront appréciées par le jury, surtout comme je vous l'ai dit, et ça vous devez le répéter lors d'un épreuve orale, qu'il y a 3 cibles importantes qu'on doit travailler, le marché des particuliers, le marché des associations et le marché des services publics. Ça, c'est 3 choses qu'on doit forcément dire qu'on est partisan d'aider les experts comptables et commissaires aux comptes à trouver le moyen de se rapprocher de ces 3 grands groupes qui constituent des millions de possibilités. Ça, c'est hyper important. Merci, mon ami Sosten. Je salue l'arrivée de notre ami Uri. Merci. Merci beaucoup, Sosten, pour ce que tu m'as lancé comme idée. Tu sais que je reste à ta disposition pour travailler avec. Merci beaucoup, Francis. Vous savez, je dis à Sosten, je le dis à tout le monde, je suis là pour vous aider. Je ne suis pas là pour vous emmerder, je suis là pour vous aider. Alors, je salue l'arrivée d'Uri qui n'avait pas forcément bien compris qu'il y avait une réunion ce matin. La réunion ce matin fait un petit tour d'horizon de toutes les études techniques qui sont recommandées pour l'UV3, c'est-à-dire pour remplacer le mémoire. Tu écouteras depuis le début ce matin tout ce qui a pu se dérouler avec des interventions de haut niveau de certains de tes collègues, et on poursuit toujours dans le haut niveau. Alors là, nous arrivons dans l'ordre d'arrivée, Stéphanie, qui était la première ce matin. Stéphanie est inscrite aux 2, mais elle va certainement se concentrer cette année uniquement sur le DSCG, et elle va vous expliquer l'étude technique qu'elle envisage. Stéphanie, on t'écoute. Stéphanie, une fois. Bon, oui, je suis là. Pardon. Oui, donc moi pour l'instant, alors je suis pas trop là-dessus puisque je suis dispensée de l'UV7, mais j'avais quand même un dossier sur la transmission de l'entreprise familiale, donc les risques d'une non-organisation et le rôle que peut avoir l'expert comptable dans la transmission de l'entreprise. N'oublie pas, ma grande, que tu es en 2025, qui dit je passe le DSCG, et en 2026. Oui. Alors, cette étude technique, tu la gardes. Oui, bien sûr. Oui. Donc, c'est gentil. Je vais la refaire. Non, mais tu vas la refaire avec toutes les précisions récentes sur le Dutreil, etc., qui ont été modifiées. Et si tu regardes ma bibliothèque numérique, tu as énormément de dossiers sur Dutreil qui te permettent de faire le point sur Dutreil, qui est un élément de transmission familiale et intrafamiliale relativement, je dirais, favorisant la reprise quand on reste dans le secteur familial. Mais on a raboté un peu les avantages, pour faire des économies, bien sûr. On a raboté un peu les avantages. Il faut que tu sois au courant pour 2026 des rabots qui ont été pratiqués. Voilà. Alors maintenant, je remercie les nouveaux arrivés. Pardon, Francis, je vais essayer aussi de faire une étude comparative de la comptabilité française et Cisco ADA. Je n'arriverai pas sur 50 pages, mais je trouve que c'est important de montrer que je connais la comptabilité française, même en étant au Gabon. D'accord, c'est gentil à toi. C'est une excellente idée, hein. Je te le dis franchement. Moi, c'est une idée qui m'intéresse beaucoup. Mais tu sais, si tu prends des textes en plus, parce que là, ce n'est pas ta rédaction personnelle, tu peux prendre des textes que tu as trouvés sur tes recherches pour faire l'apologie à la fois des 2 systèmes, SICO-ADA et plan comptable général. Tu peux trouver facilement, avec moi, tu vas trouver 50 pages. Fais-toi pas de soucis. Les 2 thèmes que tu viens d'expliquer, tu les gardes pour 2026. Ok, pas de souci. C'est une bonne avancée ce que tu viens de me dire. Mais est-ce que c'est intéressant de les mettre sur le livret 2 du DSCG, étant donné que je suis dispensée? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ok. À moins que tu aies terminé. Écoute un peu. Oui.
Si tu as terminé pour le mois d'août une étude technique, tu peux la mettre aussi pour renforcer ton livret 2. Ça, c'est vrai, parce que tu as jusqu'au 31 août. Donc, si tu as terminé l'une des deux études, tu peux la mettre en disant, voilà, je fais des études pour des cabinets, j'ai fait une étude. Mon mari m'a demandé, qui est expert comptable, m'a demandé de faire une étude précise, et c'est lui qui a diffusé cette étude à l'ensemble de ses collaborateurs. Ton mari est chez Deloitte, bien sûr. Et non, mais c'est ça qu'il faut. Il faut savoir utiliser tes atouts, ma grande, je te jure. Ok. Fait Ouais, que d'accord. expert comptable chez Deloitte, c'est un point positif pour toi. Ok. Ok. D'accord? Ok. Merci, Allô. Francis. Hein, mais non, mais c'est ça qu'il faut faire. Et puis, il y a des gars qui sont chez Deloitte dans le jury. Alors, Eugène, mon ami Eugène. Alors, mon ami Eugène, qui est un grand partisan de la formation et de la réforme de la formation pour qu'elle soit plus adaptée, est-ce que Eugène, en dehors de ton mémoire dont tu as déposé la notice avec un 4-1 du premier coup, et donc tu es dans le starting block pour dire que si le jury ne m'accorde pas le mémoire, mais m'accorde l'UV1, l'UV2, je pourrais m'inscrire au mémoire au mois de février, et dès à présent, dès le mois d'octobre, quand j'aurai terminé mon étude, mon passage devant le jury du DEC-VAE par rapport au ressenti, je commencerai à écrire avec Francis mon mémoire début novembre pour le terminer au plus tard, bien sûr, le 28 février. N'est-ce pas, mon cher Eugène? C'est un petit peu ta stratégie avec moi, tu es d'accord? Oui, oui, Francis, c'est exactement cela. Ah, c'est C'est exactement. exactement cela. Oui. Bon, Alors, mais au-delà en plus de l'étude technique portant sur la formation continue, une deuxième étude est envisagée et qui porterait sur la réévaluation libre des immobilisations. ça c'est bien ça. C'est bien parce que la pandémie a provoqué quelques mesures transitoires sur la réévaluation libre. Elle a même autorisé l'amortissement du fonds de commerce pour les acquisitions de fonds de commerce récentes. On les amortit sur 10 ans. Donc ça, c'est des mesures fiscales très favorables que j'ai utilisées, moi, puisque j'ai racheté le fonds de mon épouse. Ça n'a pas changé l'ordre du jour, puisque depuis 2008, c'était au nom de ma femme. En 2023, depuis 2023, c'est au nom de Francis Tison, SASU, mais j'ai racheté le fonds, ça m'a permis de l'amortir sur 10 ans. Voilà. Donc c'est quand même pas mal pour moi. Alors, Eugène, tu peux rappeler aux amis comment tu as présenté ce mémoire, quel est le thème et quels sont, d'après toi, le fait d'avoir un 4-1, ça, je rappelle que c'est quelque chose qui est propre au jury DEC traditionnel, mais avoir un 4-1, c'est une grande satisfaction, mais je dirais qu'avoir quelquefois un 4-2, c'est aussi une grande satisfaction. Pourquoi? Parce que méfions-nous. Un jury, c'est deux personnes. A priori, parmi les deux, il y a celui qui a agréé la notice, mais c'est 90%, parce qu'il y a souvent, quelquefois, des gars qui sont indisponibles, ils ont agréé, mais ils ne sont pas le jour de l'examen. Et ça, c'est un préjudice pour le candidat. Parce que normalement, celui qui vous a agréé, c'est un de vos partisans. Celui qui n'a pas agréé n'est pas votre partisan. Il est neutre, il fait son boulot normalement. Alors, il y a deux styles de 4-1. Il y a des 4-1 très détaillés, des 4-1 expéditifs et dangereux. Par contre, il y a des 4-2 qui ne sont pas, je dirais, un refus du sujet, non, qui est un 4-2 dans lequel l'examinateur, certains font un travail énorme pour expliquer ce qu'ils veulent, voilà ce que vous devez faire 3 parties et non 2 parties, etc. C'est presque lui qui fait le plan. Alors là, c'est du bonheur. Parce que moi, avoir un 4-1 expéditif, dans ma carrière, ça a eu des répercussions très négatives pour le candidat qui a dû repasser 2 fois, parce que l'autre membre du jury, il n'avait pas vraiment compris comment ça avait pu être agréé du premier coup. Hein, il l'avait pas. Donc il vous a
dans son rapport de la première soutenance, y compris celui qui avait agréé de manière expéditive et qui bien souvent est le plus je dirais, silencieux lors des soutenances. Ça veut dire qu'il n'est pas à l'aise, il sait qu'il a fait un agrément qui doit être respecté, mais cet agrément, il l'a expédié en 10 minutes. Et c'est là où c'est grave. Alors, Eugène, d'après toi, le 4.1 que tu as reçu, est-ce que tu le mets dans l'expéditif ou tu le mets dans un 4.1 détaillé ou suffisamment détaillé pour savoir ce qu'attend ton examinateur? Peux-tu nous donner ton point de vue, mon ami Eugène? Alors, moi, sur ce plan, je pense que c'est un 4.1 détaillé parce qu'au niveau du retour du siècle, l'examinateur a commenté, du moins comment dirais-je, a attribué une note pour chacun des éléments et de manière détaillée. C'est-à-dire, l'examinateur est allé jusqu'à regarder si les notes, la documentation ou des notes de bas de page, si c'est suffisant ou pas, si la bibliographie a été correctement faite. Du moins, l'examinateur a été on ne peut plus détaillé possible. Hein. Quand je regarde le feedback qui a été fait, parce que il faut aussi le dire, le retour de l'examinateur, c'est pas une note, une justification. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui a été travaillé. On l'avait décidé, quand on l'a vu, on a dit, ouais, c'est un gars sérieux. Voilà ce qu'on dit quand on a quelqu'un qui, comme vient de l'expliquer Eugène, qui est quand même relativement précis dans ses recommandations. Et vous savez qu'ils doivent mettre des appréciations par très satisfaisant, moyen, etc. Et comme le dit notre ami Eugène, pour lui, tous les éléments ont bien été analysés dans ce critère-là, avec très bien, etc. Donc, voyez-vous, c'est quelque chose qui permet au candidat de savoir où il y a des points faibles, où il y a des points forts à améliorer encore. Et ça, c'est très intéressant d'avoir un 4.1. Mais je ne suis pas contre un 4.2, comme je viens de l'expliquer. Par contre, je suis très sceptique pour des 4. Cette année, il y a eu des 4.1 expéditifs. Hein, je vous le dis. Parmi les candidats qui passeront en novembre, il y a eu 1 ou 2 4.1 expéditifs. Donc, je reviens maintenant sur… Merci Eugène, tu n'as pas rien d'autre à ajouter que de pouvoir écouter tout ce qui s'est dit depuis ce matin, depuis 8 heures, heure d'été, vous le savez, c'est ça aussi. Rodrigue, qui était présent presque toute la matinée, au moment où il doit passer, il est parti. Il y a des gens comme ça qui disent « Mince, je ne suis pas en forme aujourd'hui. » Francis, oui, en fait, Francis, je voudrais également partager avec tous les autres l'expérience vécue avec notre maître Francis, qui est celle d'apprécier comment dirais-je, la documentation même de la notice, parce que moi, j'entendais aller à un certain niveau de détail sur certains sujets, notamment la problématique. Et Francis m'a dit non, ici, voilà, je veux voir ma question uniquement. Je ne voudrais pas avoir, comment dirais-je, un long discours avant la question et un long discours après la question. Donc, c'est le caractère succinct du document. En fait, cela montre aussi la maîtrise des éléments d'appréciation par Francis, parce que on est allé droit au but. Mais la bibliographie était extrêmement détaillée parce que il faut lire la note du jury, comme Francis le dit, il faut lire la note du jury, comment présenter la bibliographie, l'auteur, l'ouvrage, l'année, les éditions. À ce niveau, vraiment, il n'y avait pas une quelconque ambiguïté, mais au niveau du contenu même de la notice, que ce soit l'intérêt, que ce soit la problématique, que ce soit les objectifs, Francis a exigé que j'aille droit au but. Et je vous assure, j'ai supprimé de nombreux paragraphes, j'avais mal, mais je me suis rendu compte qu'il avait raison. Merci. C'est bien, merci beaucoup, Eugène. Mais je rappelle que dimanche prochain, je vais faire une séance assez particulière. C'est comment réaliser une notice et comment la rendre plus crédible. C'est-à-dire que les gens me poseront des sujets
et j'essaierai de faire une notice, du moins les premières parties des notices, en direct. Donc ça, c'est pour tous les gens qui sont encore en retard en ce moment, parce que j'ai des candidats qui sont en retard pour la notice, et j'ambitionne de faire 3 notices dimanche matin de 8h à 12h, d'arriver à faire 3 notices. Je voudrais arriver à ça. Et c'est assez risqué, mais si vous voulez, celui qui ne risque pas, je me fais confiance quand même, au niveau de mon expérience et de tout ce que j'ai pu acquérir au niveau des réflexes permettant d'avoir une notice. Vous savez qu'on a réalisé avec une candidate une notice modèle qui a été diffusée et qui a été utilisée d'ailleurs par les animateurs reconnus par l'ordre vis-à-vis des mémorialistes des années 2020, 2021, 2022 et 2023. Après, ils ont changé la notice, ils ont pris une autre notice. J'arrive à mon ami Ouri, qui nous a rejoint très tardivement, grâce à un courriel que Francis a renvoyé à tous nos amis de DEC et VAE, pour leur dire qu'il y avait une réunion ce matin avec un décalage horaire d'1 heure, car la France, comme beaucoup de pays européens, utilise à tort, à mes yeux, cet horaire d'été, que je souhaiterais que cet horaire actuel reste valable toute l'année. C'est la préférence pour moi, qui suis un lefto, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc, monsieur et mon ami, monsieur Ouri, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais voyez-vous, aujourd'hui, on a entendu tout le monde, ça sera des choses qu'on entendra plus particulièrement, les amis, au cours des semaines à venir. Quand on va faire nos exposés, vous vous rendez compte, quand on va faire nos exposés, tout ce que nous allons échanger ensemble, aussi bien nos amis des SCG que nos amis des EC, puisqu'il y a beaucoup d'entre vous qui passent les deux, et ça, c'est quand même formidable. Alors, je rappelle pour ceux qui passent les deux que l'une des études techniques que vous présentez au DEC, vous pouvez la refaire, une des études, sans changer un mot, pour le DSCG. Je vous réinvite tous à un travail exceptionnel qu'a généré une de mes collègues parisiennes. Elle a pu obtenir la participation du président, qui est un gars remarquable, M. Jean-Luc Rossignol, du DSCG traditionnel et VAE, mais il va vous donner aussi, moi je l'ai eu au téléphone, mais je l'ai eu aussi par d'autres mails cette semaine. Il m'a dit qu'elle allait parler beaucoup du DSCG VAE, je dis ça pour Deng et puis bien d'autres, car il est évident qu'il va vous exposer quelques principes du DSCG VAE. Il va répéter que le travail d'études techniques doit être un travail professionnel, non pas un travail de recherche, comme le mémoire du DSCG qui ne doit pas être un travail uniquement de recherche théorique, mais qui doit s'appuyer sur une expérience professionnelle. Je dis pour le DSCG traditionnel. Il y en a quelques-uns avec moi qui passent le DSCG traditionnel, hein, et donc là, ils auront intérêt, d'ailleurs, je vais le préciser dans mon planning, je vais prévoir le samedi après-midi, de 14h à 15h30, je vais prévoir un horaire, les gens vont poser des questions, c'est pour que vous puissiez vous rappeler qu'il y a sur YouTube, je vous donnerai le lien, ou sur LinkedIn, c'est sur ce dé-là, il y a l'intervention pendant 1 heure et demie du président du DSCG qui va répondre à toutes les questions. Moi, je vous fais remarquer que c'est un samedi après-midi. Est-ce que vous connaissez beaucoup de présidents de jury qui accepteraient de passer un samedi après-midi? Moi, j'en connais pas. Et je dis que c'est bravo. Donc, même mes amis du DEC VAE, vous avez intérêt à écouter ce président qui est diplômé expert, qui est docteur, etc., qui a énormément de diplômes et qui est apprécié partout où il est. Par contre, celle qui était présidente pendant 10 ans, pendant 14 ans, de 2010 à 2013, elle a été très critiquée, très critiquée. Elle était en bis-bis avec les membres du Conseil national des experts comptables. C'est une catastrophe. Elle est partie, je suis bien content. C'est une prof de Poitiers, hein, que vous avez entendu parler éventuellement. Je reviens sur mon ami Ouri. Alors Ouri, mon garçon, ma question est très simple. Est-ce que tu as réfléchi à des études techniques
pour l'UE3. Bonjour Henri. Bonjour Francis, bonjour tout le monde. Donc, je suis désolé d'avoir tardé à rejoindre le groupe. Donc, ok. Et désolé parce que je vais devoir vous quitter peut-être dans 30 minutes pour une contrainte que j'ai pour cette matinée. Alors, je suis très heureux de vous rejoindre. Je crois qu'on a eu à échanger le lundi et je vous ai déjà envoyé une étude et vous m'avez accusé de réception. J'ai trouvé ton travail formidable. Répète un peu ce que tu m'as dit lundi, parce que les collègues ils vont apprécier aussi ce que tu vas faire. Alors, donc, comme je vous l'avais dit, et comme j'ai eu à le faire, je crois, dans ce groupe, je suis chargé de piloter la réforme comptable de l'État du Sénégal. Donc, on est en transition comptable, donc vers la comptabilité d'engagement de type patrimonial pour l'État du Sénégal, dans le cadre même de l'UEMOA de manière globale, à l'image de la France, de beaucoup de pays. Donc, j'ai en charge de ce dossier depuis presque 7 ans. Voilà, donc on a commencé dès janvier 2024 à basculer, disons. Alors, j'ai eu à mener plusieurs études, à documenter les référentiels comptables, les référentiels d'audit, les référentiels de contrôle interne de la démarche des risques de manière globale. Donc, on a fait évoluer les aspects, le cadre normatif également de l'État du Sénégal, donc pour les entités publiques de manière globale. Mais pour le moment, on s'attaque pour la sphère publique de l'administration centrale. Et là, j'ai eu à vous envoyer les études sur l'instruction comptable que j'ai pilotée, que j'ai rédigée, donc avec un plan de compte associé qui fait presque 500 et quelques pages. Ouais, et là, voilà, je suis en train de faire également de travail sur l'évolution de la normalisation des normes comptables. On était à 14, on va aller vers une vingtaine, donc sans compter les aspects sur la certification et autres. Et également aussi, il y a parallèlement un travail sur le système d'information, donc on ERP, un PGI qu'on est en train de faire, donc bâti autour de SAP également, pour implémenter tout cela. Bon, voilà, de manière ramassée, pour ne pas trop accaparer la parole, disons, ce que je suis en train de faire en termes de pilotage d'études, donc de réflexion, donc autour de cette réforme. Je vous remercie. Très bien. Alors, voyez-vous, la richesse de l'expérience d'Ouri va servir une amie du Sénégal qui est avec nous ce matin, c'est Assietou. Assietou, tu auras forcément intérêt à te rapprocher, mais tout à l'heure, je vais mettre vos adresses, si vous me permettez, en destinataire visible. Donc, j'invite mon amie Assietou, qui est une dame très performante du Sénégal, qui a beaucoup d'idées et qui aura certainement intérêt à se rapprocher de toi, Ouri. Est-ce que ça te dérange? Francis, non, Assietou est une sœur. Ça, c'est une sœur, une amie également. On se connaît très bien. Ah, ça va, alors tout va bien. Mais je suis content. Voilà. Moi, je suis content. C'est ça, exactement. Mais Francis, j'ai oublié de dire aussi qu'à Sietou, on s'est rencontrés à Dakar, on s'est connus chez un client où les interventions étaient musclées. Donc, à Sietou ne m'a pas facilité la vie. Mais à Sietou, bon, je blaguais, mais c'était sur le plan technique. Merci. Le monde est petit, c'est formidable ce que je découvre ce matin. Moi, je ne pensais pas ça du tout. Non, mais ça fait plaisir. Vous voyez, je suis content comme tout. C'est vrai. Et puis, quand tu parlais, Ouri, je disais, Assietou, elle est en train de boire du petit lait parce que c'est quelque chose qu'elle va probablement aussi dans ses études techniques évoquer d'une manière, mais avec la présence et le travail d'Ouri, elle va nourrir ses études techniques de manière très, très impressionnante. Écoute, Ouri et tous les amis qui se sont exprimés, je voudrais faire une synthèse ce matin de tout ce qu'on a entendu. Alors, il y a des gens qui sont absents ce matin, j'en ai 3 ou 4, il y en a un, Slimani qui est malade, Salah qui n'est pas là, Rodrigue qui était présent qui n'est pas là, Dilek, Séverine, Émir, qui sont un peu démoralisés après le passage 2024 qui les a vraiment démolis, et ils ne sont pas les seuls.
il y avait d'autres candidats qui sont aussi très démolis par les décisions. Ce matin, hier soir, j'ai eu un message d'un candidat qui parlait du peu de sympathie des jurys, et c'est un candidat qui a été reçu au DEC-VAE de l'année 2024. Et il est parmi les 6 qui ont été reçus, et il disait que le jury a été vraiment d'un côté désagréable. Donc, je vous l'enverrai le commentaire de ce candidat parmi les 6 reçus. Et je vous rappelle, j'en suis fier, que Francis, il avait 2 candidats sur 6 reçus au DEC-VAE 2024. Et ensuite, il y en a pas mal qui ont validé les UV1 et 2. Donc, cette année, c'est 100% de réussite à une UV. J'ai bien dit 100% de réussite à une UV. Et je donne également mon pourcentage. 50% auront la validation de l'UV1 et de l'UV2, et il y en a 20% qui auront la validation de l'UV3. Donc, voyez-vous, j'essaye de comprendre que tout le monde devra avoir une UV, et tout le monde se retrouvera, pas tout le monde, ceux qui n'ont pas le DEC-VAE, se retrouveront avec moi pour le DEC traditionnel, à la fois mémoire, UV2 ou UV1, comme c'est le cas de notre amie Justine, que vous connaissez, c'est le cas de notre ami Abder, le cas de notre ami Jonas, et Ara, qui sont des candidats brillants et qui ont été pas consacrés, eu égard à une dame qui est vice-présidente du jury et qui montre quelquefois un agacement. Elle ne sourit jamais. Moi, même qui la connaissait, elle ne souriait jamais. Mais là, elle a conservé cette façon de vivre, parce que, bon, je sais pas, moi, chacun, sourire, c'est quand même pas quelque chose de difficile à faire, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à sourire. Et elle a été quand même décisive dans certaines décisions, eu égard à certaines confidences. Donc, c'est tout simplement ça. Mais je voudrais aussi vous rassurer que ce que j'ai entendu ce matin, déjà, ça rassure. Tous, vous êtes prêts à faire des études techniques qui correspondent aux souhaits que le jury a exprimés dans ses rapports, en différenciant ces études techniques ou ces différentes propositions mises dans le dossier UV3. On vous demande de citer un certain nombre d'éléments dans le référentiel UV3. C'est cette UV qui est la plus difficile à obtenir. Hein, et j'avoue que c'est vrai que c'est la plus difficile, hein, mais ça vous libère bien sûr de nombreuses heures de travail en n'ayant pas à passer l'UV3. Mais il faut être réaliste. Nos études techniques sont très bien, mais ce qu'il faut apporter, c'est des preuves d'une expérience professionnelle. C'est-à-dire trouver un dossier dont la valeur ajoutée, c'est ça que disait le jury. Il y a des dossiers qui ont été présentés, je répète ce que disait le président, dont la valeur ajoutée est du niveau du DCG ou du BTS. Il est évident que si vous ne présentez pas des rapports en harmonie avec le travail normal d'un expert ou d'un commissaire, vos expériences ne valent rien. Hein. C'est comme si vous expliquiez que vous avez fait les écritures de toutes les entreprises que vous avez dans votre portefeuille. Bon, ça, c'est le travail d'un bon collaborateur, j'ai bien dit d'un bon collaborateur, mais ce n'est pas le travail d'un expert comptable de faire des écritures. Il doit savoir analyser une situation, proposer des conseils à un certain niveau et démontrer ses compétences techniques d'un niveau supérieur au DSCG. Donc, c'est l'analyse d'un changement de structure, c'est participer à une fusion, à une conso, à une réévaluation, comme l'a dit tout à l'heure Eugène. Ça, c'est du niveau de l'expertise comptable. Donc, il faut aussi que vous réfléchissiez bien, et là, j'ai été rassuré, que toutes les études techniques que vous m'avez présentées me donnent, je dirais, la satisfaction que leur valeur ajoutée et du domaine de l'expertise et du commissariat.
Ça, c'est hyper important. Ça, c'est hyper important. Et c'est ça qui fait pour moi ma grande satisfaction de ce tour de table ce matin. Je suis, répète, désolé de l'absence d'un certain nombre d'entre vous. J'espère qu'ils pourront écouter avec intérêt cette vidéo. Je reste bien sûr à la disposition de ceux qui me verront et qui auront envie de venir travailler avec nous, parce qu'il y a encore pas mal de délais. Nous sommes à 2 mois du dépôt du livret 2 pour le DEC. Nous sommes à 5 mois du dépôt du livret 2, oui, pour le DSCG, et pour le DSCG, le livret 1, qui est aussi important, mais moins dense que le livret 1 du DEC, eh bien là, nous avons bien sûr l'occasion de dire que nous avons largement le temps avec notre équipe, et voyez-vous, à travers les uns et les autres, on s'enrichit mutuellement, et vous devinez que d'ici le dépôt du livret 2, on va passer en revue tous les livrets 2 de chacun d'entre vous, hein, et vous allez devoir le vendre, ce livret 2, avant de l'envoyer, et les amis pourront critiquer et faire des propositions. Alors ça sera le travail que je commencerai à partir du 8 mai. Voyez-vous, je dis le 8 mai parce que c'est une date, parce que le mois de mai en France cette année, il est rempli de week-ends de repos, parce qu'il y a vraiment beaucoup de ponts à assurer au mois de mai. Le diminutif du mois de mai, c'est le mois gruyère. Le mois gruyère, ça veut dire qu'il y a beaucoup de jours où on ne travaille pas. Bon, en France, c'est le cas, hein, avec toutes les fêtes qui sont peut-être pas toujours justifiées. Il y a des jours fériés qui devraient être transformés en jours ouvrables. C'est mon point de vue, hein, mais ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais d'ici le 8 mai jusqu'au 31 mai, on va décortiquer tous les livrets 2. Et vous allez devoir me le vendre, le livret 2. Certains ne l'auront pas terminé, hein. Mais les attestations seront envoyées de Francis avec des appréciations qui correspondent à mon opinion sur vous, seront envoyées fin avril, début mai, hein, que vous allez mettre dans votre livret 2. Hein. Et l'attestation qui fait force, c'est que vous avez suivi tous les cours UV1, UV2. C'est ce qui explique que mes résultats sont nettement supérieurs à ceux de la moyenne nationale, eu égard à ceux qui ont validé l'UV1 et l'UV2, en grande partie, puisque certains me l'ont dit, grâce aux attestations que j'ai pu mettre. Voilà, mais ceci n'empêche pas que nous avons beaucoup de travail encore à faire, mais ce matin, ça m'a beaucoup rassuré. Je tenais à vous remercier de votre présence. Je suis désolé que certains n'aient pu nous joindre, comme Pascal, j'ai oublié, qui n'est pas là ce matin, un autre candidat, qui passe également le DEC et le DSCG. Et je dis à ceux qui m'écoutent qu'en effet, cette année, il y a des candidats qui choisissent le DSCG en 2025 et qui choisiront, quel que soit le résultat du DSCG et VAE, qui choisiront dans la foulée le DEC VAE en 2026. Par contre, il y en a qui ont profité de ma proposition exceptionnelle de l'année 2025, de passer à la fois en octobre le DEC VAE et de passer en novembre le DSCG VAE. Certains d'entre elles ou certains d'entre eux n'ont pas toutes les UV à passer au DSCG VAE, puisque certaines ont fait des écoles de commerce très reconnues et qui ont la possibilité de vous dispenser de certaines épreuves, comme le rapport de l'UV7, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mémoire, mais qui n'est pas un mémoire pour le DSCG VAE. C'est une justification de toutes vos expériences. Si vous avez donc des diplômes qui vous dispensent de certaines UV, vous n'allez pas les présenter, bien sûr, au DSCG VAE, parce que là, dans ces cas-là, même si vous passez une épreuve, vous êtes dispensé, et que sans le savoir, vous la passez, si vous êtes échoué, eh bien, vous perdez la validation, même par le fait que vous étiez à l'école de commerce dispensé. Alors, c'est un risque énorme. Donc, il faut bien regarder les règlements et les dispenses pour ne pas passer une épreuve au risque de ne pas valider cette épreuve lors d'un jury DSCG VAE et de, comme c'est une décision, entre parenthèses, dans l'hypothèse où vous êtes admis, dans l'hypothèse où vous n'êtes pas admis, c'est une décision qui a un caractère définitif.
Alors, n'oubliez pas, vous pouvez repasser, bien sûr, mais vous aurez toujours, au fond de vous-même, cette erreur que vous avez commise de ne pas regarder les dispenses dont vous avez droit et de passer des épreuves pour lesquelles, malheureusement, vous auriez un échec. Ce serait quelque chose de très perturbant par la suite. Donc, faites attention. Je sais que ceux qui m'écoutent ont bien fait attention et m'ont bien répété qu'ils étaient dispensés de telles ou telles épreuves, et ça, c'est une bonne chose. Alors, n'oubliez pas aussi, je termine encore, que ceux qui ont passé le DEC et qui n'ont validé que l'UV1, par exemple, en traditionnel, et qui depuis se sont un peu découragés, ils peuvent revenir vers la VAE dans la mesure où, attention, s'ils ont validé l'UV1, elle n'est valable que 8 sessions. Si, par exemple, vous avez validé l'UV1 en 2024, par exemple, mais là, vous avez le droit à 8 sessions pour garder cette UV1. Mais vous décidez de passer la VAE en 2026. Et vous passez en VAE, parce qu'en 2026, votre UV1 est encore valable, vous passez l'épreuve UV2 et UV3 en VAE. Eh bien, le fait que vous ayez passé l'UV2 et l'UV1 en VAE, et que l'UV2 et l'UV3 en VAE, et que vous êtes reçu, eh bien, vous êtes définitivement reçu au DEC complet, et les 3 UV que vous avez obtenus, l'une par le traditionnel et l'autre par la VAE, sont acquis à vie, c'est-à-dire, je m'exprime bien, on ne pourra jamais revenir sur les validations de vos UV. Alors que pour le DEC traditionnel, si vous passez un certain délai, vous perdez la validation. Je vais prendre un autre exemple. Vous passez le DEC en 2025, vous validez l'UV2 et l'UV1. Le jury va vous proposer, par préférence, de repasser l'UV3 par la mode traditionnelle. Mais il peut également accepter, et j'en ai la preuve cette année, que vous repassiez l'UE3 en VAE, à la condition que vous apportez un petit changement dans votre situation au niveau, vous pouvez ajouter que vous faites plus de commissariat que les années précédentes, c'est un élément pour dire que votre poste a évolué. Donc c'est pas simplement dire j'ai changé de poste, je suis maintenant manager alors que j'étais non, vous pouvez parler d'un changement dans votre activité, on vous a affecté d'autres missions, donc c'est un changement de votre poste et vous pouvez repasser l'UV3 en VAE. Et l'avantage d'avoir l'UV1 et l'UV2 en VAE par rapport au traditionnel, c'est que votre UV1 et UV2 que vous avez validé en VAE est valable à vie. Vous pouvez passer votre mémoire dans 15 ans, il n'y aura aucun problème, du moins dans l'état actuel des textes, hein, ça peut évoluer, vous avez votre UV1 et votre UV2 à vie. Et ça, c'est un avantage exceptionnel, qui fait que, voyez-vous, des gens qui n'ont pas fait de rapport de stage, qui n'ont pas fait, de stage de 3 ans, obligatoire pour le DEC traditionnel, eh bien, puissent arriver à valider des UV du DEC sans avoir passé toutes ces opérations de stage de 3 ans, etc., de rapport de stage tous les semestres, j'en passe et des meilleurs, obligations liées au mémoire et au rapport de stage du DEC traditionnel. Voilà. Je vous remercie ce matin de votre présence. Je vais maintenant m'orienter vers la candidate qui va passer sa soutenance sur quelque chose qui est très intéressant pour Aurélie, c'est la prime de partage pour ceux qui ont un sujet qui est sur le partage de la valeur. Notre amie Céline, dans quelques secondes, va présenter une soutenance sur le partage de la valeur pour son mémoire. Je vais arrêter, bien sûr, l'enregistrement. Voilà.